Wiesmann. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour, how do you do? Fine. Pourquoi on parle anglais? Parce qu'on a un responsable de la BBC France, c'est les programmes de la BBC. Indeed. Bonjour Jerry Lémergie, DGA, donc directeur général adjoint en charge des contenus pour BBC Studio France. Et aujourd'hui, disponible sur Disney+, la série Ghost, fantôme en héritage, produit en France avec des acteurs français, et c'est un petit bijou de rigolade, de décalage, je pense que c'est vraiment, on a eu que les 2 premiers épisodes avec Gilles et on vous disait à quel point on était frustrés. Ce sera diffusé ensuite sur TF1. Oui, dans l'an prochain. Voilà, c'est la première fois que Disney, plutôt que la BBC produit en France une série entièrement. Alors en fait, on a fait pas mal de coproductions ces dernières années. Nous, on est des producteurs de flux à l'origine, Danse avec les stars, Le meilleur pâtissier, Top Gear, 100% logique et j'en passe. Et sur la fiction, on s'est dit il y a 5-6 ans avec mes camarades, on a la chance d'avoir un catalogue donc de formats, donc de séries anglaises déjà existantes. Ça serait bien de les exploiter en France et d'en faire des remakes français. Donc on s'est associé avec pas mal de coproducteurs français. On a fait Infidèles sur TF1, Luther, Une si longue nuit, plus récemment Les Amateurs sur Disney+. Et puis là, Ghost, c'est notre première adaptation qu'on a produit nous à 100% avec nos petits doigts. Et ça sort donc, c'est sorti même ce matin à 9h, j'ai vérifié, c'est sur Disney+. Et c'est donc l'adaptation en effet d'un format de la BBC qui s'appelle Ghost, qui a eu déjà 5 saisons en Angleterre. Et qui continue en diffusion. Alors il y a eu 5 saisons, pour l'instant c'est terminé. Il y a un petit projet en l'air dont j'ai entendu parler. Mais les Américains, ils continuent la diff. Alors les Américains, en effet, ont pris la licence, comme on dit, et ont fait une version américaine qui est sur CBS, qui cartonne. Il y a déjà 3 saisons. Exactement. Et sur Paramount+, tout à fait. Mais nous, en France, c'est Disney+, vous trompez pas. Disney+, absolument. Et le casting est absolument dingue. On va en parler avec vous, mais déjà Camille Chamou, Fred Testo, Bruno Sanchez, Monsieur Poulpe, c'est quelque chose. Et Camille Combal dans un rôle totalement inattendu. Et c'est le principe de Ghost. On va en reparler évidemment dans un instant. Un couple achète un château et Camille Chamou, qui est la femme de ce couple, voit des fantômes qui sont bien déjantés. On y revient dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, sur tous les médias passent en boucle Kiss My Ass, il me lèche le cul de Donald Trump. Je sais pas si vous avez vu ça, faisant allusion aux pays qui envoient, qui essayent de négocier leurs droits de douane et qui sont entrés en vigueur d'ailleurs ce mercredi. Donc ils sont tous en train de lui lécher le cul. On verra s'il reste propre. Le plus impacté, c'est la Chine, mais elle ne compte pas se laisser faire. Reportage dans le 20h de France 2. Donald Trump et Xi Jinping lancés dans un bras de fer qui pourrait faire vaciller l'économie mondiale. Le président américain vient d'imposer des droits de douane extraordinaires à la Chine. 104%, de quoi doubler le prix des marchandises, du jamais vu. Les hostilités ont commencé il y a quelques semaines lorsque Donald Trump impose des tarifs douaniers supplémentaires à la Chine. La réaction de Pékin ne se fait pas attendre. Des taxes sont appliquées en représailles aux États-Unis. De quoi provoquer la colère de Donald Trump. Si ces droits de douane ne sont pas supprimés, nous imposerons des tarifs douaniers de 50%, en plus de ceux que nous avons déjà mis en place. Les marchandises chinoises se verront donc appliquer 104% de taxes. La décision affole les marchés financiers, car 438 milliards de dollars de biens chinois sont vendus aux États-Unis, comme des téléphones portables, des meubles ou encore des jouets. Je me demandais s'il y avait un impact dans le monde des médias, au sens large, sur ces taxes, parce que je me suis dit, ça ne doit pas trop impacter les médias, peut-être les films américains quand ils sont importés, mais sur les séries ou sur nos tournages... Pour l'instant, j'ai pas d'infos dans ce sens-là, non. Jusqu'ici, tout va bien, pour l'instant, sur le monde du... Non, mais c'est vrai, je me suis dit, est-ce que dans notre domaine, médias et showbiz, est-ce qu'il y avait un impact sur ces droits de douane? Mais je ne crois pas. Pour l'instant, non. En tout cas, on continue à vendre des projets à nos diffuseurs français sans que ce soit... impacté, ou même à l'inverse, si on envoie des films aux États-Unis ou autre, je suis pas sûr qu'il y ait
il y a eu des choses qui sont impactées. En plus, vous dépendez de l'Angleterre, qui n'est pas dans l'Europe, qui tire un peu son épingle du jeu, il faut l'avouer. Alors, des taxes qui ne font pas du tout l'affaire d'Elon Musk. Alors, pas du tout, puisqu'il devient de plus en plus critique sur la politique de Donald Trump. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de pièces chinoises dans ces Tesla, donc ça fait monter le prix de ces voitures. Et puis, en plus, évidemment, les affaires d'Elon Musk ne s'arrangent pas parce qu'il a traité de crétin Peter Navarro, qui est le conseiller économique de Donald Trump. Et puis, de l'autre côté, il y a le Tesla bashing, vous savez, où toutes les Tesla sont de plus en plus boycottées à la vente, mais aussi les propriétaires qui subissent des violences sur leur voiture. Ça a donné lieu à un reportage sur M6. Pour Alix, aujourd'hui, cette voiture n'est plus du tout un cadeau. Il y a 2-3 mois, il y a une Tesla qui a pris feu à cet endroit-là. On voit encore la borne qui est toute incendiée. La faute à Elon Musk. Depuis les récentes prises de position politique de l'homme d'affaires, Alix a une peur bleue de rouler dans son véhicule, surtout lorsqu'il transporte ses enfants. Ça devient complètement fou, en fait. Moi, j'ai 2 enfants, on peut mettre ma famille en danger parce que je roule en Tesla. Et ça, c'est intolérable. Aujourd'hui, je ne suis pas rassuré de garer mon véhicule dans la rue. Ça, c'est clair et net. Je suis sûr à 100% que le véhicule sera incendié. Ces 6 derniers mois, 12 Tesla ont été retrouvés brûlés à Niort et dans sa région, et d'autres vandalisés, comme ici, sur le parking de cet hôpital. Alors, je vais vous raconter ma vie. Vous avez une Tesla? Non, je n'ai pas le permis. Je suis allé à Marseille, vous savez, le week-end dernier, et j'ai un VTC qui était en Tesla et qui essayait de la vendre et qui n'arrivait pas. Et qui m'expliquait, parce que là on parlait de nombreuses Tesla qui brûlent, il faut savoir qu'on lui a proposé pour 1 500 € de brûler sa Tesla pour se faire rembourser l'assurance, parce qu'il n'arrive pas à la vendre, et de pouvoir acheter une autre voiture. Donc il y a tout un gang qui est organisé, où vous pouvez demander dans des endroits à faire brûler votre Tesla, et puis bim, vous touchez l'assurance, après feu, incendie et autres, et vous pouvez enfin acheter une belle voiture Renault électrique. Super idée pour vos auditeurs. Oui, c'est ça. J'étais dans la voiture, il m'a dit j'arrive pas à vendre ma Tesla. Mais c'est incroyable, l'impact, c'est surtout l'impact, effectivement. Et donc, il m'a dit, mais on m'a fait une petite proposition. Je dis, ah bon, à combien on vous l'a demandé? Marseille, bébé. C'est Marseille, bébé. Je dis, à combien on vous l'a proposé? Il me dit, non, on m'a proposé de la brûler pour pas cher. Incroyable, hein. Voilà ma petite anecdote du jour vécu. Alors après, j'ai pas la preuve, etc. Mais en tout cas, c'est ce que m'a raconté ce chauffeur. Quand des écolos sont dans un bateau avec d'autres écolos qui tombent à l'eau, les écolos, ils ont crié à corps et à cri de vouloir de l'énergie propre pour des éoliennes. Mais voilà, vous avez vu ce qui s'est passé? Les éoliennes, ils tuent des oiseaux. Donc ils sont contre les éoliennes qui tuent des oiseaux rares. Ils ont fait un procès contre les éoliennes, ce qui est quand même fou de la part des écolos. Vous savez quoi? Ils ont gagné contre l'EDF UBS. Incroyable. Les pales de ces 31 éoliennes ne sont pas prêtes de repartir. 4 mois d'arrêt pour ce parc dans la région de Montpellier, géré par EDF Renouvelables. La justice vient de rendre la société responsable de la mort de 160 oiseaux d'espèces protégées retrouvés sur site. Une première au niveau pénal. Pour l'association à l'origine de la plainte, c'est une victoire. On est satisfait de la condamnation qui est en rapport avec la gravité des faits. 4 mois d'arrêt, ça correspond à la période de présence des faucons cresserellettes qui sont l'espèce la plus impactée et la plus sensible. Une espèce pourtant protégée car elle est menacée en France. Selon l'association, 150 à 300 d'entre eux ont trouvé la mort en heurtant les pales des éoliennes. EDF Renouvelables et chacune de ses 9 filiales exploitantes ont été condamnées à 500 000 € d'amende. 500 000 € d'amende pour quelques faucons. Et du coup, ils ont arrêté les éoliennes qui ont coûté un investissement, vous imaginez, de folie pour produire de l'électricité. Comme dirait quelqu'un, mais on peut plus le dire parce que c'est une émission de repas. Mais Patrick Roger avait l'habitude de dire on marche sur la tête dans son émission, mais là, bon, c'est devenu une émission de repas. Donc, mais quand même, on marche sur la tête. On marche quand même sur la tête. On marche quand même sur la tête. Une histoire incroyable. Alors, c'est un passionné de sport. Vous disiez, je vous donne plein d'idées de scénarios. Pour la BBC, vous avez vu les éoliennes. Il y a l'histoire, vous l'avez pas pris, de la désextinction, cette société qui a recréé des loups
qui avait disparu. Ah, j'ai vu ça hier. Ouais, qui avait complètement disparu depuis 10 000 ans. Et donc, grâce au concours de la génétique, ils ont réussi à faire naître 7 petits louveteaux. Et alors, France Info précise quand même qu'ils n'ont pas des maladies qu'il y a une toute petite part génétique dans la création de ces loups qui étaient des loups absolument féroces. Mais je crois que c'était américain. C'est pas. C'est comme Dolly. Là, le film existe déjà en tout cas. Les dinosaures reviennent, peut-être qu'on aura des dinosaures bientôt. Les T-Rex sont pas loin. Absolument. Mais c'est ça la solution, faut vous faire cloner. Oui. Comme ça vous partez en vacances et puis mangez votre clone. Absolument. Ça va prendre un petit peu de temps. Une histoire incroyable de ce passionné de sport. Ça aussi, cette histoire, elle est folle. Un passionné de sport qui va donc dans un magasin de sport, là tout va bien, rien de surprenant. Il rencontre un champion de sport et un sportif. Là, rien d'étonnant, on est dans un magasin de sport, mais vous allez voir, il y a plus étonnant. En fait, on vit dans un monde où Jérémy Mathieu, il m'a vendu une paire de foot à Sport. Pour ceux qui ont oublié qui est Jérémy Mathieu, gagnant de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015. En fait, ce mec-là, il a mis un coup franc avec le FC Barcelone dans une période où il y avait Suarez, il y avait Messi, il y avait Neymar, et il a marqué. Et là, il m'a vendu une paire à Sport. Il a un Sport. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Et le journal L'Équipe a confirmé l'information. Oui, Jérémy Mathieu est bel et bien responsable du rayon football dans ce magasin en attendant de passer ses diplômes d'entraîneur. Bah oui, une fois qu'on a fait du foot et puis qu'on trouve plus de club, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vendre des chaussures dans un magasin de sport et ça fait bizarre pour tous les fans de foot. Ils savent absolument quelle est cette star de foot et ils se retrouvent vendeurs. Comme quoi, il n'y a pas que des milliardaires. Il y a aussi ceux qui jouent avec les milliardaires. Et puis, la musique ? Et oui, vous êtes impatiente. Vous vous souvenez, Géry, de cet homme qui, le jour de l'enterrement de sa femme à Saint-Jean-de-Luz, a esquissé... l'enterrement de sa femme assassinée. Voilà, exactement. Par des terroristes. A esquissé quelques pas de danse sur un air de Nat King Cole, un moment suspendu qui a ému Julien Clerc, qui en a fait une chanson sur son dernier album. Écoutez bien le début de ses paroles, la façon dont il raconte cette histoire. Il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne et il danse, et c'est encore de la vie. Ayons parfois l'élégance de tournoyer. Pardon ? J'ai pensé à une chanson de Goldman qui s'appelle Juste Après, qui raconte, il avait vu comme ça un documentaire un soir à la télé. Sur la naissance d'un enfant. Un enfant, etc., en Afrique, et l'enfant était mort-né, et puis on voit une infirmière comme ça qui le réanime pendant des minutes qui sont interminables. Et il reprend vie. Et il a écrit la chanson dans la foulée, ça me fait penser à ça. Ouais. C'est beau, magnifique. La chanson est magnifique. Moi, je trouve que la chanson est très belle. Voilà. Vraiment, et ce sera l'invité du Loft musique d'Yvan Cujoux dans quelques semaines. Absolument. Et nous aussi, on le recevra peut-être. J'aimerais beaucoup. On va essayer de le caler. Et je voulais vous signaler, vraiment, je suis tombée dessus par hasard hier, parce que je ne regarde pas forcément les programmes télé, le procès Barbie. C'est une bonne idée pour présentatrice d'émission média. Je ne regarde pas forcément, voilà. Non, mais je regarde en décalé, en fait. Voilà. Mais le procès Barbie, ça m'avait échappé, je suis tombée dessus hier, c'est exceptionnel. Documentaire sur France 2, je vous encourage à regarder. C'est Robert Badinter qui avait demandé à ce que ce procès soit filmé. C'est glaçant, le procès, sont des témoignages bouleversants. Ça devrait être diffusé dans toutes les écoles. Je vous encourage vraiment à aller le voir en replay sur France Télé. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Je regarderai la télé plus dorénavant. À tout de suite avec Géry Lémergie pour parler de Ghost. À tout de suite. J'allais le dire. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Géry Lémergie qui est avec nous. Vous êtes producteur, vous êtes directeur général adjoint en charge des contenus pour BBC Studio France. Et aujourd'hui, série événement Ghost, fantôme en héritage. Alors Ghost, ça parle à tout le monde évidemment. Et c'est une adaptation française de cette fameuse série avec des comédiens français, avec une écriture aussi propre à la France, avec, je disais, un casting de dingue. Camille Chamou, il y a Fred Testo, Tiffen Davio, Bruno Sanchez, Paul Scarfoglio, Monsieur Poulpe, Camille Combal, casting de fou. Oui. Comment encore, c'est vertigineux, non? C'est vertigineux. Enfin, en tout cas, c'est chouette parce que c'est une série chorale, comme on dit. Ouais. Donc, tout l'enjeu, c'était de créer. Les Anglais, par exemple, dans la version originale, c'est une troupe de théâtre. Donc, ils se connaissent depuis des années. Donc, ils ont écrit les rôles pour eux. Nous, l'enjeu, c'était de trouver une troupe qui allait faire famille le plus rapidement possible pour d'un seul coup servir la comédie. Donc, avec l'aide d'Arthur Sanigou, donc qui est une sorte de showrunner de la série, qui a réalisé, écrit et coécrit avec Joris Golenok, on s'est attaché à trouver un casting homogène. Donc certains se connaissaient, il y avait des petites familles comme ça, mais qu'on a quand même réunis ensemble et on les a fait fonctionner. Et ce qui était chouette, c'est que, vous le verrez en regardant les épisodes, c'est que je pense qu'ils sont tous là au service de la série et pas au service de leur rôle. Donc Fred Testo, par exemple, qui a une personnalité incroyable et qui est tout à fait capable d'un seul coup de prendre le lead sur un rôle. Il l'a déjà fait auparavant. Là, il est au service de son rôle, de son personnage et donc de la série, ce qui fait que c'est assez homogène au final et ça fait qui joue toute la série en caleçon parce qu'il est mort lors d'une partie. Oui, parce qu'il faut dire que les fantômes sont dans l'état dans lequel ils sont morts. Donc c'est Camille Combal qui a une flèche. C'est Bruno Sanchez qui a une flèche dans le cou. C'est ce qui fait l'originalité de la série, c'est que tous les fantômes. Donc vous avez compris, c'est une comédie. Ils sont pas là en train de léviter, personne ne fait peur, ou presque. Ils sont tous dans l'état dans lequel ils sont morts. Donc ce sont des fantômes qui appartiennent tous à des époques différentes. Donc ça va d'un homme préhistorique. Exactement. C'est le casting impossible en fait finalement. Il y a un politicien qui est Fred Testo, un militaire, François Vincent Telly. Il y a un poète romantique qui est très drôle, Paul Scarfoglio. Il y a un chef gaulois. Il y a un collabo. C'est vraiment une comtesse. C'est très incroyable. Et donc chacun est dans sa comédie, dans son rôle, dans son époque. Et donc c'est un peu le choc des mondes entre tous ces fantômes, cette famille finalement totalement dysfonctionnelle qui doit faire. Ils savent pas trop pourquoi ils sont restés sur place. Finalement, ils doivent faire famille. Et là, il y a ces nouveaux personnages qui arrivent. Donc Camille et Afid, Alison et Nabil dans la série. Et Camille, en effet, les voit et les entend assez rapidement, sans spoiler. Et donc toute la comédie se trouve à ce moment-là. Et alors, en règle générale, quand on importe un format, c'est un peu le métier de la BBC. Quand vous importez Danser avec les stars, vous avez des règles très précises à respecter. C'est le cas, c'est la même chose dans une fiction. Vous pouvez vraiment l'adapter et changer des choses, ou vous avez un cahier des charges très important. On a une grande liberté. Maintenant, j'aurais pas pu faire de Ghost un thriller ou un film d'horreur. Et c'est une comédie. Il y a un pitch de départ. On a gardé le même, mais après, j'ai pas demandé la permission aux Anglais pour créer avec Arthur et son équipe un personnage de collabo, par exemple, ce qui est évidemment très français. Un autre personnage qui est... Il y a un autre personnage qu'on a créé comme ça, de toute pièce, qui est le chef gaulois, donc Albos, Camille Combal. Tout ça, donc ça c'est notre histoire et on a la liberté. Notre humour, il est très français. C'est tout le défi aussi, c'est que les Anglais font rire en un mot. Nous, il faut une phrase, généralement. On est un peu plus latin dans la démarche. Donc tout ça, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Et on a même pris, sans spoiler à nouveau, beaucoup de liberté sur la fin de la saison. Donc il y a 6 épisodes, ça passe très vite. Vous verrez, plein de liberté et plein de promesses pour la saison de 30 minutes. Donc il y a une grande liberté qui a été prise sur la fin de la série notamment. Et on emmène la série dès la saison 2, je l'espère en tout cas, vers quelque chose d'encore plus différent. Donc c'est ça qui est très très chouette pour les auteurs et les comédiens. Valérie Géry, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Allez. Alison Cardenay, vous venez d'hériter d'un château. On pourrait en faire un hôtel, si on est malin. On fait des travaux, on loue toutes les chambres là, et le truc s'autofinance. How many takes d'habitation? Oh wow, c'est mon château. Nous devons faire fuir le couple. Et si on les hantait? C'est vrai, on est des fantômes après tout. Tu viens de frapper au coin du bon sens. Bienvenue de ma part et de la part de tous mes compagnons décédés. Alison, tu vois des fantômes? C'est pas une blague. Il y a un compagnon, un militaire, un scout et une sorte de coiffeur en slip. Un major de l'ENA. Il
faut qu'on me donne des médicaments qui puissent m'empêcher de voir des gens horribles à chaque fois que je rentre dans une pièce. Ça y est, horrible. Ça devient blessant. Hein. Je peux vous voir, ok? Vous avez gagné. Alison, tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu veux appeler qui? SOS Fantôme? Je pensais plus à SOS Médecin d'abord, non? Ça n'a pas l'ambiance. Hein. C'est déjanté, ça donne un peu le ton. Il y a un auditeur qui me dit est-ce que ça rappelle un peu Kaamelott? Oui, je pense Kaamelott peut-être en plus familial dans l'humour. Enfin, moi, je l'ai testé avec mes enfants qui ont une dizaine d'années. Ça marche tout seul, quoi. Donc, il y a 2 niveaux de lecture. Je pense qu'il y a un niveau pour des blagues plutôt pour les adultes, à travers des personnages comme celui de Fred Testo, par exemple, et d'autres blagues qui sont vraiment pour les enfants et qui marchent très bien. Donc, écoute conjointe à mort. Hein. On se met sur le canapé ce week-end et on regarde ensemble. C'est vraiment le truc de famille pendant les vacances. Il faut vraiment aller le regarder. Vous me disiez juste avant l'émission que vous l'aviez projeté dans une salle avec 500 personnes. Ça vous a... moi, je suis habitué à faire de la télé depuis 25 ans maintenant. Et voilà, on a des retours sur les réseaux maintenant de ce que pensent les gens, mais on n'est jamais avec eux sur le canapé. Et là, dans le cadre de Série Mania, on a projeté la série avec tout le cast devant 500 personnes dans une salle UGC, pour ne pas la nommer. C'est absolument extraordinaire de vivre ça, quoi, et de les entendre rire à des choses qu'on prévoit, qu'on anticipe depuis 3 ans déjà, 3 ans de développement pour arriver à ça. Donc c'était vraiment génial. Pourquoi Disney+? Pourquoi pas déjà parce qu'on s'entend bien. Quand on est producteur, on a envie de le mettre. Alors il y a TF1 qui est coproducteur. Oui, alors en fait l'histoire elle est amusante. C'est la première fois que Disney+ et TF1 fonctionnent de cette façon-là. En fait, à la base c'est un développement qu'on a initié avec TF1 il y a 3 ans déjà. On a écrit le projet ensemble, et puis au moment de caster et de financer la série, on s'est dit que ça serait encore mieux si on avait un deuxième diffuseur qui monte sur le projet. Disney+ est arrivé, on avait fait Les Amateurs avec eux, avec François Damiens et Vincent de Dienne. Et ils ont tellement aimé qu'ils se sont dit tiens, on la prendrait bien en première fenêtre. Donc en gros, techniquement, ils ont pris un peu plus du budget que TF1, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est sur Disney+, et dans quelques mois, l'an prochain en l'occurrence, ça sera sur TF1. Mais alors quel est l'intérêt de TF1 puisque tout le monde l'aura vu sur Disney+? Tout le monde, j'adorerais, mais c'est payant Disney+. Disney+, je pense c'est un peu moins accessible que TF1. C'est 2 publics, c'est hyper complémentaire. Je pense que c'est des modèles qui existent de plus en plus aujourd'hui. France 2 s'associe avec Amazon. Oui, ils sont associés avec Netflix. Mais là, on est en train de donner... Moi, c'est le producteur qui m'intéresse. Et on est en train de donner une force incroyable aux plateformes qui quand même sont les plus grands concurrents maintenant des chaînes, même si France TV a décidé d'avoir une politique que sur sa plateforme au détriment pas au détriment, mais par rapport à ces chaînes France Télé s'est associé à Apple pour faire Les Gouttes de Dieu. France Télé s'est associé à Amazon, si je dis pas de bêtises, pour faire Cœur Noir. Je pense que nous, producteurs, notre enjeu, c'est que nos idées, nos programmes, nos développements existent. Si à un moment donné, il faut que ce soit partagé entre TF1 et Disney... mais c'est super, je trouve qu'au contraire, ça donne plus d'ampleur au projet. On met, nous, producteurs, nos œufs dans 2 paniers versus 1. Enfin, c'est super. Et si, évidemment, le jackpot, ça serait que ça marche des 2 côtés. Du coup, derrière, on aura, sur plusieurs saisons, 2 possibilités d'exploiter Alors, les chaînes ont souvent, on sait, à Prime Video, par exemple, ils ont vraiment un droit de regard sur le casting parce qu'ils veulent plutôt des jeunes, de la jeune génération comique avec un certain ton, etc. TF1, c'est plutôt une audience vieillissante. Alors comment ils arrivent à se parler? Est-ce qu'il y a TF1 qui a dit ça, lui je le veux pas, ça, elle je le veux, et Disney qui dit ça je le veux et ça je le veux pas? Le casting que vous voyez, c'est un casting qui a été validé par les 2. Donc je sais pas si ça répond à votre question. Non, ma question c'est est-ce qu'il y a des jeux, ils ont refusé des choses proposées par TF1, etc. Sincèrement, sans langue de bois, j'ai pas le souvenir de ça. La chance qu'on a eue, c'est que le projet, dès le papier à l'écriture, était extrêmement drôle. C'est pas facile, j'en lis beaucoup des projets, de trouver des comédies qui fonctionnent sur le papier, c'est pas évident. La promesse d'avoir Arthur Sanigou qui vient de l'écurie Canal+, Amazon, etc. C'était une vraie promesse aussi de comédie. Donc assez rapidement, on a réussi à se mettre d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Fred Testo est un comédien formidable, que Camille Chamou est exceptionnel. Camille Chamou est incroyable. Il y a un potentiel comique chez chacun. Et encore une fois, on sent qu'ils se sont amusés pendant le tournage. Je ne sais pas si c'est la réalité. Cours d'école. Mais je leur courais après pour qu'on finisse à l'heure. C'est vrai. Tellement. Non, mais c'est en fait, je pense que
le sel d'une comédie, c'est de réussir à avoir un plateau qui se marre. Si on n'arrive pas à se marrer en dehors des prises, voire même pendant. Et gros boulot de maquillage pour certains. Donc Camille Combal qui Camille Combal, le pire, je pense que c'est Monsieur Poulpe qui en parle encore. Voilà, il voyait personne. Parce que pour nos éditeurs, il faut dire qu'il est en Cro-Magnon. Alors, tout à fait, il est en Cro-Magnon, il a des prothèses partout sur le visage, 3 heures de maquillage le matin et 2 heures pour se l'enlever le soir. Ah oui. Et il lui-même disait, à un moment donné du tournage, il m'a dit mais est-ce que les gens savent que c'est moi sous le costume tellement j'en ai partout. Tellement il en a partout. Et donc voilà, c'était un sacré défi. Et puis il n'a pas des dialogues très écrits. Là, c'est plus des onomatopées qu'autre chose. Mais quoique, il y a un épisode, c'est l'épisode 4 dans lequel il y a Éric Judor d'ailleurs qui vient nous faire coucou sur la série, un guest, c'est l'épisode 5, j'ai une bêtise, qui est absolument génial aussi. Et là, pour le coup, il a un rôle un peu plus important puisque c'est un peu le concept de la série aussi, c'est qu'à travers certains épisodes, on va explorer la backstory, donc le passé des fantômes. Et vous nous racontez comment ils sont morts, et donc on le voit tout ça un peu en flashback. Et ce qui est amusant, c'est que c'est jamais tout à fait ce qu'ils veulent bien raconter à leurs camarades. Et puis les habitants apportent leur modernité, donc ils découvrent la télé, ils découvrent Google. Je sais plus comment c'est ça il dit, qui est drôle, c'est le Google. décalage. Wikipédia pour Wikipédia, l'encyclopédie Google, selon Fred Testo. Et Fred Testo découvre ce qu'on a dit après sa mort, quand même. Il découvre que, oui, tout à fait, il est ça, cet c'est homme. génial d'imaginer, si on est une personnalité, ce qu'on a dit après sa mort dans les journaux ou sur les réseaux. Je trouve le truc tellement fort. Oui, c'est une petite mise en abîme qui est assez chouette. Il imagine que on parle que de son legs d'homme d'État, comme ils disent dans la série, et de son passé. Non, tout le monde se souvient de comment il est mort. Comme cet homme politique. C'est très réussi. Nous, on a eu que les 2 premiers épisodes et on était frustrés de ne pas voir la suite, mais dès qu'on rentre à la maison. C'est sur Disney+, depuis 9h ce matin, j'ai vérifié. Disney+. Et TF1, ce sera quand, vous le savez ? Pas précisément, mais l'an prochain en tout cas. Vous m'autorisez une question média ? Vous voyez venir à 3 km. Comment vous vous appelez? Géry Lémergie, comment va votre papa? Et je crois qu'il va bien, je le vois ce week-end. Ouais. Il va très bien, bien sûr. Il va rebondir, il va jamais arrêter la télé. Écoutez, je lui souhaite, ça fait 40 ans, 50 ans je crois même qu'il fait de la télé, on lui a fêté récemment. Donc oui, évidemment qu'il va rebondir. Enfin déjà, il est sur une radio concurrente, avec un fond bleu. Voilà. Donc ça continue. Et puis il a plein de projets, je sais qu'il est en train d'écrire actuellement un nouveau livre. Et, oui, puisqu'il avait écrit sur l'histoire, on n'est pas loin du sujet dont on parle. C'est vrai, il a écrit sa biographie il y a longtemps aussi. Donc non, il a plein de projets. Et puis côté télé, oui, il a toujours des projets. Il a toujours envie. Ouais. Vous dites on a fêté. Vous avez fêté ses 50 ans de carrière 40 ans, je sais pas. Oui, enfin en tout cas, récemment, on lui a rappelé que ça faisait 50 ans qu'il avait commencé la télé, donc il a été reçu ici et là. Et donc oui, on a ouvert quelques bulles. Quoi. 50 ans quand même, c'est incroyable. Ils sont pas très nombreux aujourd'hui. Non, c'est sûr. Et puis rappelons que vous avez bien fait de venir, vous allez voir, que la BBC produit Danser avec les stars. Indeed. Donc il y avait Belle Maman qui dansait. Mais il sait tout. Voilà, il sait tout. Tout à fait. Mais je m'en occupe plus de Danser avec les stars, donc tout ça a été fait vraiment. Donc vous vous occupez des contenus. Qu'est-ce que vous avez pensé de Belle Maman dans Danser avec les stars? Écoutez, elle a fait de belles prestations. Je pense que mes petites filles auraient aimé qu'elle reste un peu plus longtemps parce qu'elles trouvaient que c'était vachement bien ce qu'elle faisait. Évidemment, on parle de Sophie Davant. De Sophie Davant, tout à fait. Mais elle s'est très bien débrouillée. Ça faisait longtemps qu'on lui proposait. Et je suis content qu'elle l'ait fait cette année et qu'elle ait montré qu'à 60 ans, on était capable de suivre ses envies et de faire ce genre de performance. Si vous voulez dire à Pierre Cardonex, qui est le patron de la BBC, Pierre-Marie Gadonex, qui est le patron de la BBC, Valérie aimerait bien faire un jive l'année prochaine. Sur un jive. Pas du tout. Je suis absolument nulle. Je ne sais pas danser. C'est Gilles. Allez, merci à vous et on se retrouve donc un Disney+ à partir d'aujourd'hui. C'est déjà en ligne la série Ghost. C'est très très drôle. C'est à regarder en famille. Très réussi. Bravo à vous. Et nous on se retrouve dans un instant pour les dernières news de la télé. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec vous, Gilles, et les dernières infos de la télé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de blog, donc il y aura sûrement des infos que vous avez vues un peu partout et autres. Mais ça donne envie. Mais non, mais on peut peut-être commencer par confirmer que Cyril Hanouna ira bien sur W9. Alors, d'après mes informations, c'est-à-dire des gens que nous on connaît de l'équipe, ça aurait été signé hier à W9, le contrat définitif.
Donc Cyril Hanouna irait bien sur W9. Il faut se méfier des choses qu'on dit parce que je pense que les négociations ont été longues et voilà, et que W9 et M6 ne communiquent pas, ce que je comprends, mais apparemment ça a été signé hier, le contrat définitif avec Cyril Hanouna qui arrive bien sur W9 et sur la radio surtout. C'est ça qui va être fort. Sur Fun Radio. Et puis, la chose dont la personne que j'ai eu au téléphone m'a expliqué que tout le monde ne sera pas là et qu'il y aura évidemment des changements dans les chroniqueurs et que ça sera moins politique. Donc, je pense que tous ce qui était chroniqueurs politiques ne seront plus présents. Oui, c'était plus dans l'humour et dans le divertissement. Dans le divertissement. Voilà, exactement. C'est ce qu'avait annoncé d'ailleurs. Et les good vibes. Ouais, c'est ce qui s'était. En tout cas, la première semaine. Oui, absolument, parce que Cyril Hanouna fait ce qu'il veut en général. Dans la première semaine. Voilà. Et après, on verra les audiences. Ça reste quand même un joli coup pour le groupe M6. Et que je pense aussi que c'est un joli coup financier pour H2O qui va pouvoir vendre et mettre en place des documentaires et développer la société beaucoup plus que s'ils étaient restés sur le canal 31. Pourquoi je vous parle du canal 31, Valérie ? Dites-moi. Parce qu'hier, il y a eu une drôle de surprise. Vous savez que l'after-foot de nos confrères d'RMC ont basculé en télévision avec 3 émissions, parce qu'ils prennent l'antenne assez tôt, dès 18h. Et donc, de 18h jusqu'à minuit et demi, 1h30, il y a une chaîne after-foot qui était jusqu'ici réservée à YouTube. Elle est désormais sur le fameux canal 31. Si vous mettez votre Freebox, vous verrez. Et alors, c'est la même chose, c'est chez Orange également, et sur d'autres box. Ils font exactement ce qu'a fait Cyril Hanouna. Et ça devient intéressant, parce que peut-être un jour, Sud Radio sera sur les Freebox, sur Orange. Et c'est donc évidemment une des émissions qui a les podcasts et une des émissions les plus fortes de foot, sachant que ce soir, il y a un match de foot important du PSG. Diffusé sur Canal+. Diffusé sur Canal+. Donc, évidemment, c'est quelque chose à observer parce qu'ils sont en dehors aussi du champ de l'Arcom. Et donc, c'est une radio qui se retrouve avec son propre canal, qui est le canal 31 sur Free. Sur Free. Et donc, hier, moi, j'étais très surpris parce que j'ai vu le logo, quand je regarde les petits carrés des chaînes, j'ai vu le logo de la radio en question. Et donc, j'ai été voir et c'était diffusé. Et ensuite, ils l'ont annoncé, en effet, depuis hier. C'est même diffusé en télé. Il y a quand même un problème de concurrence sévère quand même, et d'équité entre... alors, c'est pas de la jalousie, mais c'est une vraie question qui se pose, d'équité entre les radios. Est-ce que les radios vont avoir accès à la télévision et être sur des canaux, puisque tous les radios sont filmés. Donc voilà, on reste dans le sport, puisque... c'est franchement la retraite de Nicolas Taverneau. Je pense qu'il a jamais autant travaillé depuis qu'il est à la retraite. Vous savez qu'il est le conseiller de Rodolphe Saada pour la branche média de CMA CGM. J'ai dit Saada, Saada c'est Canal+. Saada, CMA CGM, BFM TV, RMC, La Tribune. Et ben vous savez quoi ? Parce qu'ils s'ennuient un petit peu quand même de. Donc Nicolas, il prend la direction générale de LFP Média. Alors LFP Média, c'est la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. Ah oui, la fameuse ligue avec les droits télé. Qui devient le patron ? Nicolas Taverneau, le petit retraité qui avait dit oh là là, maintenant moi je quitte M6, j'ai besoin de respirer, de prendre. C'était mal le connaître que d'imaginer ça. Le Nicolas Taverneau contacté. Il y a plusieurs semaines, c'est le Parisien qui avait donné l'information. Donc le président historique de M6 est en passe donc d'achever sa mission auprès de Rodolphe Saada. On va voir s'il va quitter cette mission-là. Il va pouvoir démarrer donc ses nouvelles fonctions, sachant qu'il y a eu pas mal d'arrivées dans le groupe pour gérer les chaînes de RMC, BFM. En particulier le patron de Régis Ravanas, qui est parti pour diriger BFM. Sachant que Régis Ravanas c'est quand même un des bras droits les plus importants de Nicolas Taverneau. Donc je pense que il passe la main
à son successeur qui se connaissent bien. Oui, bien sûr. En termes de programme, il y a le retour de Rendez-vous en terre inconnue. C'est le dernier d'ailleurs. Oui, absolument. Et c'est Kenji Girac qui partira au Kenya. Donc, toujours avec Frédéric Lopez, ce sera le mardi 29 avril. Non, alors c'est le dernier avec Frédéric Lopez, parce qu'il y en a eu d'autres enregistrés avec, je vais retrouver son nom, une Miss France. J'ai retrouvé son nom. J'ai oublié son nom. Laurie Tillman. Laurie Tillman. Merci, donc John. là, il fait un épisode anniversaire avec Kenji Girac. Ah, d'accord. Et ensuite, il y aura, voilà, c'est pour ça que c'est pas la fin du tout de l'émission. Non, c'est la dernière avec Frédéric Lopez. Alors, il y avait déjà eu. Oui, je pensais qu'il est. Oui, là, c'est vraiment un épisode anniversaire avec Kenji Girac. Et ensuite, il y aura Laurie Tillman qui prend la suite. Puisque vous parlez des programmes annoncés, c'était annoncé hier, c'est le retour de Masked Singer qui revient le 2 mai. Pendant ce que avec des stars. Avec des stars. Ne m'embêtez pas sur Masked Singer. Avec des stars et surtout avec une nouveauté dans le jury, puisqu'il a fallu remplacer Inès Reg. Et c'est Elodie Pou qui arrive dans le jury. Et vous savez que je connais bien le producteur qui m'a dit que c'était très drôle entre Laurent Ruquier et Elodie Pou. Donc c'est une nouvelle saison. Et puis puisqu'on parle de Laurent Ruquier, vous savez, à chaque fois ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne, bravo, quel talent incroyable. Laurent Ruquier, c'est aussi bon que Donald Jackman. Oui. Je remercie. Et donc Laurent Ruquier, qui a beaucoup de boulot aussi pour quelqu'un qui a plus d'émissions. Voilà, exactement. Qui a donc, ça a été l'annonce surprise de la semaine, fait une nouvelle fois par le Parisien. Il y a un jour un scoop, le Parisien. Il arrive chez T18, la nouvelle chaîne qui va démarrer dans très peu de temps. Le 6 juin, c'est vraiment très proche. Donc le 6 juin, il aura une émission. On se dit que ça va ressembler à ce qu'il faisait un peu sur France 2, c'est-à-dire une émission où il recevra des personnes de l'actualité culturelle. Voilà, absolument. livres, c'est ce qu'il faisait sur. Oui, absolument. Sur il avait livre. fait sur Paris Première, théâtre, ce qu'il aime. Je pense qu'il a plus du tout envie de faire d'actualité. Avec des invités. Donc ça arrive sur T18. On a annoncé l'arrivée d'un journaliste aussi qui a quitté BFM. Mathieu Croissando. Qui va arriver pour une émission. Alors d'après les informations qu'on a dans le couloir qu'on a eu tout à l'heure, ça va ressembler un peu à 28 minutes en quotidienne, l'émission qu'on peut suivre sur Arte. Donc voilà, et T18 qui est en train de monter en puissance. Je pense qu'on a peut-être peu soupçonné ce qui est l'ambition de cette chaîne, alors que de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué du côté de l'Ouest France, où ils ont été... Moi, j'avais retenu cette phrase, on a candidaté, puis on a été sélectionné, du genre, c'est un peu comme au loto, on a tenté notre chance, et effectivement, il y a eu un appel de fonds, parce que ça coûte très très cher, une chaîne de télévision. Et puis, il y a une chose dont on parle très peu et qu'il faudra qu'on reparle dans l'émission Média, c'est la réforme de l'audiovisuel. Vous savez que hier, il y avait des discussions jusqu'à minuit, 1h du matin à l'Assemblée nationale. Ça devrait avoir un vote vendredi. Et il y a une chose dont on parle très peu, c'est mi-mai, logiquement, un nouveau président pour France Télévisions ou de l'ensemble. En tout cas, on verra qui va succéder à Delphine Ernotte, qui a... elle a demandé... A priori, il n'y a pas beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats, Valérie. Oui. Et quelqu'un de France Télé m'expliquait que c'était un peu compliqué, parce que c'est pas la même chose de se positionner pour 6 mois, parce qu'au moment de la réforme, il y aura un nouveau président. Un nouveau président qui va chapeauter tout ça. Et est-ce que moi, en tant que présidente, j'ai envie de faire roue de secours et d'être là que pendant 6 mois, alors que je sais qu'on va me remplacer. Donc, en fait, toute la stratégie de Delphine Ernotte-Cunchi, c'est de réussir à rester présidente, y compris de l'ensemble. Ce qui serait logique, parce que d'un seul coup, tu restes, mais sache que la prochaine fois, ça sera pas toi quand il y aura tout un holding à gérer. Donc il y a un moment, la question va se poser. Merci Gilles. Vous restez, vous allez participer au débat dans un instant. Voilà, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio.